Alors dans cette deuxième vidéo, on va parler ensemble de ce qui fait Blazor, à savoir les composants, les pages, ou la possibilité de définir des formulaires. Donc on va voir ces trois éléments dans ce chapitre. Avec Blazor, comme avec Angular et autres, on va pouvoir déclarer donc des composants. Ces composants, ils vont permettre d'utiliser des directives, comme avec Angular, ou des attributs de directives à l'aide du caractère arrobase. On va pouvoir passer des paramètres à nos composants, ainsi que leur associer des événements. Le composant va être écrit en C# et il va avoir son propre cycle de vie. Ici, on peut voir un composant compteur. On note que le nom du fichier commence forcément par une majuscule et se termine avec l'extension .razor. Ici, on note deux parties principalement, une partie HTML et une partie code. Dans la partie HTML, on voit qu'on a l'utilisation d'un attribut du code avec le @current et qu'on a un bouton qui va permettre d'incrémenter cette valeur à l'aide du @onClick qui va appeler donc un événement côté code. Du côté du code, donc, on a deux propriétés qui sont décorées avec l'attribut parameter qui permettent d'indiquer que ce sont des paramètres que le composant va pouvoir recevoir. On va avoir ensuite l'attribut current, qui est celui donc, qui est utilisé dans l'affichage et qui va évoluer, qui va être modifié. On a un premier événement, onInitialized, qui va correspondre à l'initialisation du composant par Blazor. Et donc ici, on va lui attribuer la valeur initiale à current. On a une deuxième méthode qui correspond donc à l'événement onClick du bouton, qui là va permettre d'incrémenter la valeur du compteur tel que défini avec le step, donc avec le pas. Ce composant, pour l'utiliser, on va pouvoir simplement déclarer une balise compteur et lui affecter éventuellement les paramètres dont on a besoin. Pour pouvoir naviguer sur l'application, on va bien entendu devoir déclarer des pages qui, elles, vont pouvoir utiliser des composants. Ces pages, ce sont ni plus ni moins que des composants qui utilisent la directive @page en spécifiant l'URL d'accès à la page. Pour le modèle d'URL, on va pouvoir utiliser la même chose qu'avec ASP.NET MVC, à savoir pouvoir passer des paramètres et définir des contraintes sur ces paramètres. Pour en savoir plus à ce sujet-là, je te renvoie vers le cours ASP.NET dans la vidéo MVC, et comme c'est une vidéo chapitrée, tu trouveras facilement le chapitre routage. Tu noteras sur cette page la présence d'un composant page_title qui permet de spécifier quel est le titre, donc l'attribut title qu'on va définir dans le header de la page. Bien évidemment, on peut créer dans notre application des formulaires pour ajouter ou modifier des données. Ici, on va pouvoir se baser par exemple sur une classe ToDo qui va représenter donc une tâche avec une propriété nom sur laquelle on va pouvoir préciser des data annotation ici, donc required pour indiquer qu'elle est requise ou encore stringlength pour indiquer qu'elle fait 100 caractères maximum. Il en existe plusieurs qu'on peut utiliser, required pour indiquer que c'est requis, stringlength pour travailler sur la taille de la chaîne de caractères ou encore range qui permet de vérifier que la valeur se trouve dans une certaine plage de valeurs données. On va ensuite déclarer donc notre formulaire à l'aide du composant editForm qu'on a ici, qui va nous permettre de préciser quel est le modèle auquel est rattaché ce formulaire, donc ici @tâche, qui correspond donc à un attribut de la partie code, notamment une instance de la classe ToDo, et on va pouvoir préciser un événement. Il en existe trois, le onValidSubmit qui va permettre de valider le formulaire uniquement si tous les champs sont valides, donc ce qui veut dire qu'ici, par exemple, je ne passerai dans la fonction créer que si tous les champs du formulaire sont valides, le onInvalidSubmit qui, à l'inverse, permet de passer dans cet événement uniquement s'il y a des champs non valides, et le onSubmit qui lui passe dans l'événement dans les deux cas, peu importe que les champs soient valides ou non, et on va pouvoir tester à l'intérieur éventuellement que les champs sont valides. On va pouvoir ajouter ensuite le Data Annotation Validator qui va nous permettre d'indiquer à Blazor que dans ce formulaire, on va prendre en charge justement les attributs de validation, à savoir les required, les stringlength, les range. Puis on va ajouter validation summary, qui lui va permettre de préciser, d'afficher les messages de validation de notre formulaire, donc par exemple indiquer que le nom est trop long, si jamais c'est le cas, s'il dépasse les 100 caractères. Et puis on va ajouter nos composants de formulaire, ici un input text, dans lequel on va préciser un @bindValue pour indiquer sur quelle propriété du modèle va se baser ce champ. Il en existe plusieurs, on va pouvoir utiliser par exemple du input text, du input checkbox, etc. pour définir des cases à cocher, des fichiers, des listes déroulantes, etc., etc. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on essaye de créer une application ensemble. On l'a déjà fait juste avant, on a créé Blazor Hybrid, Blazor WebAssembly et Blazor Server pour faire un petit test, mais on n'a pas été beaucoup plus loin que ça. On a regardé comment ça se lançait, ce que ça faisait, mais sans rentrer dans le détail. Là, maintenant qu'on a vu les composants, etc., on va créer une petite application ensemble de liste de tâches. Pour le choix du modèle Blazor que tu veux utiliser, je te laisse libre de choisir entre Blazor Server, WebAssembly ou .NET MAUI. La manipulation sera normalement la même. En ce qui me concerne, je vais choisir WebAssembly. Ici, je vais l'appeler
Blazor, to do, WA. Suivant. Je reste en .NET 6. Je choisis pas d'authentification. Je garde HTTPS. Je vais choisir une application. Donc je vais laisser tel quel. Je vais sur un simple Blazor et je vais pas utiliser les instructions de haut niveau. Donc ici j'ai mon application qui est créée. Je retrouve bien mes dossiers client, page et shared qu'on a vu juste avant. Donc si je lance mon application, finalement je me rends compte que j'ai la même chose que ce que j'avais dans la vidéo précédente. Donc avec ma page Home, Counter, Fetch Data, donc rien n'a changé. C'est le modèle de base. Je ferme ça. Et moi, ce que je vais commencer par venir faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier ici, que je vais appeler Entity. Et dans ce dossier, je vais venir créer une nouvelle classe, que je vais appeler Tâche. Ajouter. J'ai fait une petite erreur. Alors, renommer. Dans cette classe Tâche, je vais venir créer, d'une part, un identifiant. Je vais venir créer... Alors, il y est presque, hein, je vais venir créer un nom, et je vais venir créer une propriété booléenne que je vais appeler et réaliser, tiens. Et c'est une tâche, donc je le mets au féminin. Par défaut, je vais dire que c'est false. Ensuite, je vais venir créer une nouvelle page, donc ajouter, composant Blazor, que je vais appeler du coup todo, todo avec un S, ajouter. Et ici, comme c'est une page, je vais venir mettre @page, et je vais lui préciser ici, /to12. Je vais laisser ici, je vais mettre liste des tâches, et je mettrai entre parenthèses le nombre de tâches réalisées. Première chose que je vais faire, je vais venir déclarer du coup une liste, private, liste de tâches. Du coup, donc là, il reconnaît, il voit que c'est situé dans ce dossier-là. Alors, si je veux pas ici me trimballer blazor todo wa.entity.tâche, tout comme on l'avait fait avec ASP.NET, je vais venir simplement ici rajouter une nouvelle ligne, et je vais dire .entity dans le fichier import.razor, et ce qui fait que je vais pouvoir supprimer cette partie-là. Ici, je vais l'appeler tâche. Et je vais directement lui affecter une nouvelle liste de tâches. Ensuite, je vais venir créer un autre attribut, string, que je vais appeler nouvelle tâche, que je vais mettre comme ça. Et là, on est bien. Ici, je vais simplement lui indiquer que je veux afficher la liste des tâches, enfin le nombre de tâches dans ma liste qui ne sont pas réalisées, qui restent à réaliser. Donc ici, je vais lui dire tâche.count et je vais lui dire, récupère-moi uniquement les tâches qui ne sont pas à réaliser. J'enregistre. Ensuite, en dessous, on va venir afficher la liste des tâches. Donc pour ça, ce qu'il faut savoir, c'est que mon application intègre Bootstrap déjà. Vous voyez ici, dans www.root CSS Bootstrap, j'ai Bootstrap. Donc, je vais pouvoir utiliser Bootstrap. Je vais mettre un peu de style ici, je vais créer une row, classe égale row, et à l'intérieur ici, je vais mettre une div, que je vais mettre en col 12, col md6, et ici, je vais définir une liste avec DLI, et donc pour ça, je vais faire @forEach, en lui disant ici que pour chaque tâche située dans tâche, on va venir finalement afficher cette tâche. Donc là, je vais mettre un li, et dans ce li, je vais mettre tâche.nom. Voilà. Et ce que je veux faire, c'est juste en dessous déclarer finalement un formulaire qui a pour modèle, alors je vais modifier ici, je vais mettre tâche plutôt, égale new tâche, qui a pour modèle ici une tâche, donc nouvelle tâche. On va mettre un onValidSubmit que je créerai juste après, et je vais faire ça. Donc là, simplement, je vais venir déclarer ici un private ajouté ici. Il me manque un mot-clé ici qui est void. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en asynchrone, donc private async, on va mettre task, et ici je vais mettre async. Là, je vais déclarer ici ajouter async, et je vais pouvoir ici déclarer donc mon formulaire. Dans le doute, je vais mettre data annotation validator, même si j'ai pas mis pour l'instant de contraintes sur ma classe tâche, ce que je vais faire après. Ici, je vais mettre validation summary, et je vais déclarer simplement ici un input. Alors, je vais rester sur du Bootstrap ici. Je vais mettre div classe égale col12. Je vais mettre un input text avec en classe un form control. Form control SM pour qu'il soit plus petit. Et je vais mettre ici bind value sur donc nouvelle tâche.nom. Je vais mettre un placeholder quand même dessus. Nouvelle tâche. Et ici, je vais venir mettre aussi un div classe égale col12. Et la différence, c'est qu'ici, je vais mettre un button avec une classe, puisqu'on est en Bootstrap, btn primary, et je vais mettre type égale submit, et je vais mettre ajouter. Je vais mettre ajouter tout seul. Voilà, je vais mettre ajouter. Bon, déjà, si je regarde ce que ça donne, ça. Je vais lancer ça. Alors, pour accéder à ma page, je vais taper ici to do. Donc, j'ai ma liste de tâches. J'ai mon bouton ajouter. J'ai 0 parce que j'ai aucune tâche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, simplement, dans la fonction ajouter, donc je sais qu'elle est déclenchée uniquement lorsque c'est valide. Je vais aller tout de suite
dans tâche pour indiquer ici que mon champ il est required. Tant que j'y suis, je vais indiquer que sa taille, string length. Donc là on voit que je peux préciser donc la taille maximale. Donc je vais préciser qu'il ne doit pas faire plus de, on va mettre allez, 150 caractères. Et je vais préciser ici le error message qui est égal à le nom est trop long. Et ici, donc je vais venir dire que je vais faire un to-do, pardon, je l'ai appelé tâche.add de new tâche. ID, bah ici je vais générer un ID automatique avec guid.newGUID.toString. Nom de la tâche, je vais mettre du coup nouvelle tâche. .nom et réalisé, c'est à false. Alors c'est quand même déjà la valeur par défaut, mais je vais le mettre quand même. Et je n'oublie pas, une fois que j'ai fini ici, de mettre nouvelle tâche est égal à new tâche, histoire de vider cette partie-là. Là, si je relance mon application, j'ajoute to do, et ici, si je fais ma tâche, je ne sais pas écrire, ma tâche, que je fais entrer, je vois que j'ai bien une tâche qui apparaît ici. Ma deuxième tâche, voilà. Donc on voit que ça marche. Bon, maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est aller un peu plus loin et exploiter cette partie. Donc ce que je vais faire pour ça, c'est que ici, je vais venir rajouter sur la ligne un attribut input, type égale checkbox, et cet attribut input, je vais venir lui mettre une classe form check input. Ici sur mon LI, je vais venir préciser que je vais utiliser list group item, que ça m'agace, que je vais mettre en display flex, que je vais dire de justifier le contenu. Alors de mémoire c'est justify content et je vais lui dire comme ça, et je vais lui demander d'aligner les items, align items, je vais lui dire, une fois que ça c'est fait, ici je vais venir lui dire @bind égale tâche.est réalisé. Donc là déjà, si je regarde ce que ça donne, donc là j'ai bien ce qu'il faut, je peux cocher, on voit que ça met à jour directement la liste, vous voyez, automatiquement. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais modifier ici, je vais pas mettre baseline, je vais mettre center. Donc ça c'est bon. Donc je peux ajouter mes tâches. Donc ici je peux ajouter mes tâches, je peux les cocher, les décocher. Donc ça marche. Maintenant moi je voudrais aller un peu plus loin aussi, je voudrais pouvoir modifier ou supprimer ma tâche. Donc pour ça, je vais venir rajouter ici un bouton à qui je vais mettre une classe btn warning, modifier. Ici, je vais rajouter un événement onClick. Et dans cet événement onClick, je vais lui dire que lorsque je clique, ici, je vais rajouter un attribut ici que je vais appeler tâche sélectionnée, et je vais dire que lorsque je clique, il va mettre ici tâche sélectionnée égale tâche. Donc là on est pas mal, j'ai mon formulaire et tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer en dessous ça, div, classe égale, et je vais mettre un call 12, call 6, call md6, et ici je vais venir dire if tâche sélectionnée est différent de nul. Dans ces cas-là, je vais mettre un H4, modifier la tâche. Je vais reprendre ici mon edit form, que je vais mettre là. Cette fois, je ne vais pas dire que c'est une nouvelle tâche. Je vais dire qu'ici, le modèle, c'est tâche sélectionnée. Ici, ça va être tâche sélectionnée.nom. Je vais enlever le placeholder. Ici, je vais mettre enregistré. Tac, tac, tac. Ici, je vais modifier. Je ne vais pas mettre ajouter, mais modifier. Je vais créer donc une deuxième fonction qui va s'appeler donc modifier. Cette fois, dans cette fonction, je peux même le faire de manière plus simple que ça. En vrai, je peux même le faire de manière plus simple que ça. Et ici, je vais lui dire que tâche sélectionnée est égale à nul. Et donc là, normalement, si je fais ça, alors j'ai dû me tromper, je pense. Ah, voilà, c'est qu'en fait ici, tâche sélectionnée, je laisse comme ça, voilà, je relance. Ici, donc, je crée une nouvelle tâche, ma première tâche. Donc, on voit que je peux toujours la cocher, etc. Si je fais modifier, ma première tâche, je mets un point d'exclamation, et je vois que ça a bien été modifié ici. Ma deuxième tâche, si je la modifie ici, donc je vois que ça le modifie, hein. Avant même que je clique sur enregistrer, je vois que ça modifie ici, je vais enregistrer, et donc voilà. On va aller encore un peu plus loin, je vais ajouter un bouton supprimer. Donc pour ça ici, je vais créer une nouvelle méthode. Donc même ici, j'aurais pu aller plus loin, hein. Ici, en fait, je pouvais me passer de ça. Je pouvais simplement, de la même manière que j'ai mis un bouton modifier ici, je pouvais faire CTRL-C, j'enlève le type submit, et ici, je lui dis directement que tâche sélectionnée est égale à nul. Non, c'est pas ici qu'il faut que je le mette d'ailleurs, c'est ici. Et là, je laisse mon type égale submit. Et je peux créer ici un deuxième bouton que je vais appeler supprimer. Cette fois ici, je vais enlever le type submit. Ici, je vais mettre un bouton danger. Et je vais lui dire ici, onClick est égal à supprimer async. Ici, j'enlève le modifier async. Et là, je le remplace par supprimer async. Voilà. Et là, je vais lui dire simplement if tâche sélectionnée est différent de nul. Dans ces cas-là, tu vas dans tâche.remove de la tâche sélectionnée et on définit derrière tâche sélectionnée qui est égale à nul. Si je fais ça, c'est une tâche, ma super tâche
faire un cours Blazor. Et à un moment, je me dis, bah tiens, cette tâche-là, j'ai envie de la supprimer. Donc là, je la vois, modifier tâche, etc. Supprimer, elle n'apparaît plus, c'est fini. Donc tout ça, c'est bien. Maintenant, bah, j'ai quand même un petit problème, c'est que bah, tout ça, c'est pas sauvegardé en fait. On voit qu'à chaque fois que je relance mon application, bah, j'ai rien qui est sauvegardé dans tout ça, et donc ça pourrait être assez intéressant de le faire. Comme je suis dans une application Blazor WebAssembly, bah, ce que je vais pouvoir faire tout simplement, c'est que je vais pouvoir utiliser le local storage dans mon application. Pour ça, je vais faire gérer les packages nuggets, parcourir, et je vais choisir ici Blazored. Donc pour ceux qui ne savent pas, Blazored, en fait, c'est une bibliothèque de composants qui existe, de choses qu'on peut utiliser avec Blazor. Et moi, ce qui m'intéresse ici, bah, c'est le point local storage, voilà, qui est là. Je vais l'installer, et à partir de là, bah, je vais pouvoir stocker des choses dans le local storage. Donc pour ça, je vais devoir déjà aller le configurer. Donc je vais aller dans ma classe programme, comme on pouvait le faire avec ASP.NET de manière assez classique. Et donc ici, bah, je vais venir l'ajouter là, builder.service.add blazored local storage, et je dois pouvoir faire un using, voilà, using de blazored.local storage. Voilà, partant de là, je vais pouvoir l'utiliser dans mon composant. Pour pouvoir l'utiliser dans mon composant, donc je vais venir là, ici, bah, sous ma page, je vais devoir lui faire une injection, donc comme je le faisais avec ASP.NET, sauf que là, bah, on va faire @inject blazored.localstorage.i local storage service. Je vais l'appeler local storage, et je vais pouvoir utiliser ça désormais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais créer une fonction, une méthode, pardon, que je vais appeler private async task tâche. Je vais lui dire récupérer tâche async, et à l'intérieur, bah, je vais simplement lui dire return await de local storage.getItem async. Donc ici, je lui dis que je veux récupérer une liste de tâches, et comme avec le navigateur, je vais devoir renseigner la clé de stockage dans le local storage. Donc je vais la stocker ici, je vais l'appeler private string clé storage, et je vais l'appeler to-do list. Je vais même la mettre en constante, ici, voilà. Cette clé, bah, je vais l'utiliser ici, et donc là, je vais pouvoir récupérer ma liste de tâches. Alors effectivement, je me suis trompé dans le type de retour ici, ça retourne une liste de tâches. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, cette récupération, je vais pouvoir la faire moi au lancement de mon composant. Donc au lancement de mon composant, bah, simplement on l'a vu dans la partie cours, je vais pouvoir déclarer un protected override uninitialized, et je vais même avoir besoin de la mettre async ici, async task, et donc utiliser la version async. Et ici, bah, je vais venir lui dire liste de tâches, que je vais appeler data, égale await récupérer tâche async. Je vais lui dire, bah, si le résultat de ça est différent de nul, à ce moment-là, bah, je stocke tâche égale data. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je mets ce if? Parce que si jamais j'ai rien de stocké dans mon local storage, ça va me renvoyer nul, sauf que ici, bah, j'initialise ma liste de tâches, donc avec une liste vide, au cas où, et donc si ça me renvoie nul, bah, ça va péter tout le reste. Donc là, si jamais c'est nul, bah, en fait, je modifie pas, je rentre là-dedans que si c'est non nul. Si c'est nul, bah, je laisse finalement la déclaration new list tâche que j'avais fait plus haut. Donc là, ici, bah, ça va récupérer les to-do. Maintenant, une fois que les to-do sont récupérés, bah, ce qu'il faut que je fasse quand même, c'est que moi, je les ajoute. Donc pour ça, je vais centraliser ça. Là aussi, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler private async task, et je vais l'appeler enregistrer, tout simplement. Enregistrer async. Voilà, private async task. Et ici, dans enregistrer, je vais lui dire await local storage .setItem, donc la différence de getItem de tout à l'heure. SetItem, la clé de mon storage, et comme dans un navigateur classique, ici il me demande du coup mon objet, et donc je vais lui dire bah, c'est ma liste de tâches. Cette fonction enregistrée, bah, je vais déjà d'une part l'appeler ici, lorsque j'ajoute un élément, await enregistrer async, et la même chose ici, lorsque je supprime un élément. Donc là, je suis plutôt pas mal. Si je lance mon application, ici je retourne sur To-Do, je crée une tâche, faire un cours Blazor, faire le ménage. Donc là, j'ai mes éléments qui sont là, je ferme l'application, je relance l'application, on voit que cette fois-ci, ils sont toujours là. Maintenant, il y a juste un truc qui marche pas, c'est que si je modifie l'élément, il va pas être enregistré, puisque là, je l'ai fait uniquement sur l'ajout et sur la suppression. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est simplement que dans mon enregistré ici, bah d'une part, je vais sortir ça, le to-do sélectionné ici, puisque c'est ce que j'ai besoin de faire également là. Donc ça, je vais l'enlever d'ici, et je vais l'ajouter ici. Je vais dire if toute tâche sélectionnée est différent de nul, alors je mets tâche sélectionnée à nul. Et donc ce que je vais faire, c'est que ce enregistrer async, bah finalement, je vais l'ajouter ici, et comme ça, normalement, la boucle est bouclée. Il n'y a qu'une chose qui va pas marcher, ça va être lorsque je vais cocher ici ma case à cocher. Ça ne va pas fonctionner, parce que bah, j'ai pas d'événement dessus. J'ai pas d'événement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter un événement on input, alors qui va être un peu étrange,
parce que du coup, je vais devoir bidouiller un peu. Parce qu'à partir du moment où je fais un binding, c'est assez difficile de venir mettre un événement on input. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est de lui dire, ok, je viens déclarer un événement, un argument change event args, ici, en lui disant que si ça change, si donc j'ai un changement de valeur ici, d'une part, je vais venir mettre tâche.est réalisé égale mon événement.value, ça c'est la première chose, et ensuite, je vais venir lui dire await, enregistrer, async. Et donc là, normalement, ça devrait aussi enregistrer lorsque je coche ou décoche quelque chose. Juste après, on ajoutera un menu to do directement à gauche. Donc là, si je coche, on voit que ça marche, ici, ça marche bien. Je ferme mon application. Alors, je vais tout de suite aller ajouter d'ailleurs mon menu to do, ici, CTRL-C, CTRL-V. href, donc là, ma page, je lui ai donné une URL to do. Ici, je vais mettre tâche, je vais dessus, et on voit qu'il a bien enregistré l'état ici. Si je supprime tâche, de la même manière, donc elle est supprimée ici, je referme mon application, je relance l'application pour voir s'il l'a bien conservé dans le local storage, tâche, et je vois qu'elle est plus ici. Alors, j'aurais pu le vérifier de manière assez classique, finalement, dans mon navigateur, en allant voir dans l'onglet Applications des outils de développement, et ici, dans Stockage local, je vais retrouver ici ma to-do list qui contient bien les informations que je lui ai passées. Donc je les vois ici en bas. J'ai bien donc mon ID, le nom et réalisé. Si j'ajoute une nouvelle, donc déjà si j'enregistre ici, on voit que ça l'a mis à jour et réalisé est à true. Ici, si j'en ajoute une nouvelle, on voit bien que j'ai une nouvelle ligne qui apparaît, une nouvelle tâche qui est à réaliser à false. Donc on voit que ça fonctionne bien et ça conserve dans le local storage. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus persistant que le local storage, eh bien à vous de connecter derrière, au lieu de faire du local storage, de faire simplement un appel à une API par exemple, pour venir enregistrer ces informations-là ou les récupérer. Voilà donc pour cette démonstration de création d'une appli To-Do avec Blazor WebAssembly. Donc je ne sais pas ce que vous avez choisi comme approche, si vous avez choisi serveur ou WebAssembly. En tout cas, voilà l'idée. Si vous êtes en Blazor Server, vous pourrez simplement utiliser Entity Framework pour enregistrer cette tâche directement en base de données. Donc voilà pour cette démonstration-là. À bientôt.